Mesdames et messieurs, bienvenue sur Décortica Eco, qui a le plaisir d'aborder un sujet qui vous concerne, qui nous concerne nous tous. C'est la place de l'Afrique dans la géostratégie mondiale. Comme vous le savez, la pandémie du coronavirus frappe le monde entier, qui est presque bouleversé dans son quotidien. Mais tous les continents sont aujourd'hui affectés par cette terrible maladie. L'Afrique n'est pas en reste. Et les grandes puissances s'organisent pour sortir de cette situation difficile, à commencer justement par l'élaboration et la fabrication d'un vaccin. Aujourd'hui, il y a une lutte âpre, je dirais même acharnée, entre les grandes puissances pour qui serait la première à sortir effectivement ce vaccin pour le positionner à l'échelle mondiale. Mais que fait l'Afrique? Que dit l'Afrique? Que disent les Africains? Que disent les experts africains? Eh bien, nous en avons un qui est basé à Genève, qui est connu mondialement. Pape Demba Thiam, il s'appelle. Il surveille de Genève les évolutions, n'est-ce pas, des grands échanges internationaux. Il est économiste, il est financier, mais également il est un analyste, un fin observateur, n'est-ce pas, sur l'échiquier international. Monsieur Thiam, vous allez bien? Oui, très bien. Autant faire ce Monsieur Thiam, nous sommes face donc à une situation qui nous implique au premier point parce que quand la pandémie a frappé, tout le monde s'étonnait donc de l'isolement de l'Afrique de ce point de vue-là, parce que nous étions peu affectés par la crise. Voilà que la seconde phase s'annonce et tout le monde a les yeux braqués sur l'Afrique pour dire que nous ne serons pas épargnés, que nous serons frappés par cette deuxième vague de la pandémie du coronavirus. Votre sentiment premier et de façon générale? Oui, vous savez, nous étions tous prêts à saluer les efforts qu'avaient entrepris les dirigeants africains, la société civile, même les oppositions politiques s'étaient mises ensemble pour travailler de concert. Parce que là, on a utilisé nos systèmes de communication locaux. Oui. On a utilisé nos systèmes culturels de diffusion d'informations. Oui. Et nous nous sommes tous mis ensemble pour juguler donc la propagation du virus. C'est ça. Et nous avions réussi. Un pays comme le Sénégal avait été d'ailleurs jugé à juste titre comme étant un pays qui était le deuxième à avoir fait ce travail-là et très bien. Le problème que nous avons eu, c'est que d'abord, cette histoire de vague, je n'y crois pas. J'ai toujours dit dans mes premières interviews que la propagation du virus suit les chaînes de valeur et les chaînes logistiques. Ça suit les mouvements pendulaires. Et que la meilleure manière de se battre là-dessus, c'est de tacler le virus sur les chaînes de propagation, dont les vecteurs que sont les mouvements pendulaires, comment les gens partent, comment ils sortent, où est-ce qu'ils partent, d'où est-ce qu'ils arrivent, comment ils y vont. Et là, nous avions réussi parce que c'était de l'importation de virus que nous avions. Donc, nous avions taclé ça au niveau des aéroports et tout ça pour éviter justement que cela pénètre dans nos communautés. Oui. Le problème que nous avons eu maintenant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de vague. Le virus continue de marcher. Il marche, il fait comme l'eau. Quand l'eau coule, si vous mettez un obstacle, l'eau contourne l'obstacle. Donc, nous devons toujours rester sur le qui-vive et appréhender a priori et de manière proactive quel peut être le cheminement du virus. Et dès l'instant que nous avions bloqué le virus, parce que nous l'avions bloqué sur ces sites de manifestation les plus évidents, il ne fallait pas relâcher la prise et travailler maintenant pour le bloquer au niveau communautaire. C'est ce travail malheureusement que nous n'avons pas pu faire collectivement, je dis bien collectivement, parce que ce n'est pas seulement la responsabilité d'un gouvernement, c'est une responsabilité collective. C'est une responsabilité de toutes les élites. Tout à fait. Nous avons relâché, nous avons pensé que nous avions gagné, et le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est que lorsque la propagation devient communautaire, elle se fait de manière géométrique, que ce soit sous la forme d'une suite ou sous la forme d'une progression exponentielle. Et là, les routes sont tellement diverses et variées qu'il est extrêmement difficile de revenir à l'approche linéaire qui permettait de traquer le virus sur des chaînes linéaires. Donc, il nous faut changer de stratégie.
mobiliser davantage la société civile, mobiliser toutes sortes d'autorités parce que nous en avons, parce que notre société est organisée de telle manière qu'il y a des gens qui ont de l'autorité sur les populations. Ce n'est pas seulement le gouvernement. C'est ça. Il y a des gens qui entendraient beaucoup plus leur marabout qu'ils n'écouteraient le président de la République. Donc, il faut faire ce travail-là où toute personne qui a de l'autorité dans quelque schéma socio-économique que ce soit mise en partenariat pour pouvoir disséminer la bonne parole, les bons comportements, les mesures barrières et essayer maintenant de toujours isoler, guérir et bloquer l'expansion du virus. Parce que parlant de vaccins, vous avez entendu que l'Institut Pasteur a abandonné son protocole, ses tests, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en retard et que le vaccin n'était pas au point. Il ne pourrait pas être homologué. Vous avez aussi vu que dans un pays comme la France, même quand le vaccin peut être disponible, il y a des problèmes de logistique. Et quand la logistique est là, le vaccin n'est pas là. Tout ça montre qu'il y a un problème d'impréparation au plan micro, au plan des interventions décentralisées qui font que nous n'avons pas vu les risques qui étaient liés au virus. Et pourtant, il y a beaucoup d'experts qui l'avaient signalé depuis très longtemps. Mais le fait que nous soyons en mode de pilotage économique en matière de développement, je ne dis même pas en matière de développement, mais d'administration de la pauvreté, a fait que nous avons abandonné tous les réflexes en matière de recherche opérationnelle, en matière de gestion-régulation de personnes dans les transports, dans les cargos. Nous en payons le prix aujourd'hui et nous ne sommes pas les seuls. C'est tous les pays qui se sont donnés au consensus de Washington depuis 40 ans qui en paient le prix. Les seuls pays qui s'en sortent bien, c'est ceux qui ont maîtrisé leur stratégie de développement économique, leur planification stratégique des investissements, comme les pays des marchés émergents, les gouverneurs des marchés émergents. Et il n'y a pas de miracle. C'est eux qui s'en sortent le plus, c'est eux qui ont le moins de dégâts et c'est eux qui sont les mieux préparés à sortir sur les aspects économiques de la crise. Alors, M. Thiam, maintenant nous sommes à une étape où il faut non seulement trouver un vaccin, mais il faut également l'acquérir. Or, les pays qui produisent justement ce vaccin, c'est des pays qui ont donné priorité donc à l'installation de la distribution du vaccin dans leur propre pays. Autrement dit, ceux qui sont en dehors de leur zone d'influence ne pourraient pas acquérir ce vaccin ou ils l'acquéreraient à un prix très coûteux. Selon vous, comment l'Afrique pourrait s'organiser au plan financier, au plan politique, mais surtout au plan stratégique pour d'abord, à la limite, avoir les moyens de fabriquer son propre vaccin ou à défaut de pouvoir acquérir le vaccin et de le distribuer à l'échelle donc du continent, ne serait-ce que pour essayer d'endiguer la croissance exponentielle, comme vous l'avez dit, du coronavirus. Bon, vous savez, il y a une chose qui a manqué dans la lutte contre le coronavirus, c'est la décentralisation. Dans une interview dans le journal Le Temps, j'avais dit qu'il fallait un plan de déconfinement à l'échelle globale. Ça veut dire un plan qui est coordonné, mais quand le plan est coordonné, ça ne veut pas dire enfermer les gens chez eux et puis après ouvrir les portes. Parce que quand vous enfermez les gens chez eux, vous faites de l'élevage en batterie du virus, comme vous élevez des poulets en batterie. Et le moment où vous ouvrez, tout reprend. Et c'est ce qui est en train de se passer. Un plan de déconfinement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le plan avec ses moyens d'intervention, les leviers sur lesquels vous agissez. Et si vous décentralisez l'approche, au lieu de centraliser dans les hôpitaux qui peuvent craquer à tout moment, mais vous devez aussi décentraliser la production de vaccins. Aujourd'hui, les firmes qui fabriquent ces vaccins ont intérêt, si ces firmes sont motivées par la santé de l'humanité tout entière, de donner des licences de fabrication de ces vaccins de manière décentralisée, y compris en Afrique. C'est ça. Au lieu que l'Union européenne, les consortiums qui financent l'acquisition de vaccins, continuent de donner de l'argent pour acheter les vaccins, mais la chose la plus simple, c'est de décentraliser la production de vaccins en donnant les brevets, en donnant des franchises pour que les gens qui ont l'expérience puissent fabriquer ça. Nous avons au Sénégal
l'une des meilleures académies de médecine au monde, et je pèse mes mots. C'est ça. Nous avons une expérience extraordinaire dans les luttes épidémiologiques. Et c'est ce qui avait été mis à contribution pour éviter les catastrophes sanitaires. Oui. Mais vous pensez que nos savants, nos scientifiques Nos scientifiques, ne nos sont pas professeurs. capables de prendre le protocole de fabrication d'un vaccin et fabriquer le vaccin? Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas un problème de coordination qui va avec une stratégie de développement sanitaire ou bien de containment des effets sanitaires. Sinon, la chose la plus intelligente à faire, c'est de négocier la décentralisation, l'acquisition et la fabrication des vaccins, parce qu'aujourd'hui, il y a une chose certaine, même si tous les pays africains ne sont pas dotés de cette capacité-là, il y a des pays, dont mon propre pays, le Sénégal, qui peut rivaliser avec n'importe quel fabricant de vaccins. Donc, pour moi, c'est ça la route. En plus de ce que nous avons dit pour continuer à régler les problèmes prophylactiques, à nous battre contre la propagation communautaire du virus, en développant des thérapies, parce que, attention, la question n'est pas de se guérir du virus, c'est de se guérir des maladies qui sont provoquées par la destruction du système immunitaire par le virus. Tout à fait. Donc, on peut soigner des pneumonies, on peut soigner toutes sortes d'autres. Mais parallèlement à ça, dans le package, négocier l'acquisition des licences pour pouvoir fabriquer. Quel que soit le protocole financier que nous devons mettre en place, si l'argent existe pour acheter des vaccins et de les déplacer dans le monde entier, ce même argent devrait financer la décentralisation de la fabrication et la distribution des vaccins par des franchises sur des licences. Alors, peut-être une dernière question justement sur... de voir que ce problème n'est posé nulle part. C'est ça. Peut-être une dernière question, M. Thiam, sur justement la question des vaccins, qui est devenue maintenant une problématique majeure. C'est la guerre des laboratoires, mais également la guerre de prestige entre les puissances qui soutiennent ces laboratoires. Je peux comprendre qu'il y ait la possibilité donc de penser au coefficient humanitaire, n'est-ce pas? Mais les laboratoires, c'est d'abord le portefeuille. Oui, mais c'est ça la question. Vous savez, si vous confiez la responsabilité de la protection sociale, la protection sanitaire au marché, c'est ce que cela donne. Oui. Ce qui s'est passé, c'est de la folie, c'est une incompétence à l'échelle globale, où même les politiciens qui allaient demander les suffrages de leurs électeurs leur promettaient des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Parce que lorsque tout est régulé par la Commission européenne, par la Banque mondiale, par l'OMC, par le Fonds monétaire international, quelle marge avez-vous de faire des politiques nationales? Et c'est cet abandon de souveraineté qui a fait qu'aujourd'hui, on a décidé que c'est le capital qui s'investit qui doit se rentabiliser, qu'on abaisse toutes les barrières. Mais c'est du bon sens. Est-ce que moi, vraiment, j'ai l'air d'un communiste? Regardez-moi pour voir si j'ai l'air d'un communiste. Parce que moi, je crois qu'il y a des domaines dans lesquels il faut de la souveraineté et c'est la responsabilité des élus. Oui. Et aujourd'hui, ce que ça a montré, le déficit de souveraineté qui nous a été donné de voir, est quelque chose qui est devenu une bombe qui échappe à tous les gouvernants. C'est la raison pour laquelle tout le monde tâtonne. Mais commençons déjà par avoir une rapide conférence des chefs d'État africains avec leurs homologues, appuyés par les bailleurs de fonds qui peuvent leur prêter de l'argent pour la bonne cause, et de trouver un moyen d'acquérir ces licences, parce que le problème, il est le suivant. Ils peuvent nous laisser nous infecter, mais le virus va reprendre l'ascenseur, on va leur renvoyer l'ascenseur. Si vous regardez en Chine actuellement, l'agilité qu'ils ont, ces gens ont construit un hôpital en 15 jours. Aujourd'hui, ils sont capables en train de construire une ville de confinement en 15 jours, pas loin de Pékin. Mais qu'est-ce qui leur permet de faire ça? Un État stratège, un État souverain
Et la qui ne laisse mobilisation. pas son destin, le destin de ces populations être porté par le vent. Alors, M. Thiam, une chose est de vivre une crise, et celle-là, je sais qu'elle est longue, depuis une année et plus. Nous vivons justement cette crise, et presque au plan économique, c'est à l'arrêt. Les industries ne produisent plus, les services non plus ne fonctionnent pas à plein régime, et dans une certaine situation, peut-être il y a même un désœuvrement des forces actives, n'est-ce pas, des pays africains. Donc je disais qu'une chose est d'être dans une crise et de la vivre, mais autre chose également est de penser maintenant à sortir de la crise. À votre avis, comment devons-nous nous organiser, pays par pays, ou bien peut-être région par région en Afrique, pour essayer quand même de mobiliser les forces entraînantes qui permettraient sans doute de sortir de la crise sans beaucoup d'effets négatifs? Il faut pour cela que des chefs d'État dont la voix porte soient capables d'être briefés sur des stratégies d'intégration des opinions, des forces, des moyens d'action autour d'un programme. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si une affaire comme ça, comme je propose maintenant par exemple, l'intégration de l'Afrique dans la fabrication des vaccins pour assurer la proximité de la fabrication et de la distribution, si ce n'est pas apporté à la table d'un décideur, il ne peut pas se réveiller du jour au lendemain et y penser. Vous ne pouvez pas demander à un président de la République de penser à tous les problèmes. Mais c'est sa responsabilité d'écouter ceux qui ont des solutions. Mais s'il porte cela comme un champion, par exemple, c'est une invitation que moi j'ai fait à notre frère le président Macky Sall, son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, parce que sa voix porte, sa voix est entendue, et il pourrait faire d'une doléance comme celle-là, parce que ce serait une ambulance sur laquelle personne ne peut tirer. Ça, c'est au niveau du vaccin. Tout à fait. Maintenant, depuis un an, si vous regardez mes premières propositions, Dieu sait que j'en ai fait. J'ai tout de suite dit que les virus font partie de notre vie. Et nous devons apprendre à vivre avec les virus. Ça veut dire que nous devons considérer les virus comme des risques dans tout projet économique. Et la force d'un projet, c'est la capacité de ses promoteurs à identifier les risques par avance et à les gérer, à les mitiger. D'ailleurs, si vous voyez un homme d'affaires, il n'a pas peur des risques. Parce que c'est en mitigeant les risques qu'il gagne de l'argent. Donc, il n'a pas peur. Mais il a peur du risque qu'il ne connaît pas. C'est ça. Donc, dans la mesure où l'un des risques fondamentaux que nous avons toujours eu, c'était notre mode d'articulation verticale à l'économie mondiale qui nous a traduit en appendice céréalier, minier ou matières premières d'une manière générale. Aujourd'hui, la meilleure manière de déconnecter cette vulnérabilité, c'est d'intégrer nos économies sur leurs forces. Moi, je vous donne un exemple. Pendant toute cette crise-là, ce qui a fonctionné chez nous, c'est le secteur informel. Oui. Moi, je peux vous témoigner parce que n'oubliez pas que j'étais d'abord un entrepreneur, un chercheur devenu entrepreneur, pour montrer que je pouvais mettre mes stratégies en pratique. Et c'est comme ça que je les ai amenées dans le gouvernement suisse, je les ai amenées dans les institutions internationales. Donc, j'observe la réalité du terrain. Les entreprises qui sont sorties le mieux, malgré le fait que l'informel a privé certaines personnes de leurs revenus, mais allez faire le tour aux parcelles assainies, allez faire le tour à Guédiawaye, vous trouverez des acteurs qui sont en pleine activité, qui continuent toujours de livrer des portes, des ouvrages métalliques. Ça veut dire que là, il y a un phénomène d'internalisation de la valeur ajoutée. Quand on parle, par exemple, de dire qu'on veut mettre le secteur privé en partenariat public-privé, le problème, c'est de trouver une manière de faire en sorte que la commande publique crée de la rétention de valeur ajoutée interne, en faisant travailler des artisans, naturellement, mais en faisant du scaling up. Et ça, il y a des procédés. Aujourd'hui, si vous avez, par exemple, les milliers d'artisans que vous avez autour de Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Thiès, et vous les organisez en grappes de convergence économique, avec des centres de services communs aux entreprises, là où c'est nécessaire.
vous êtes capable de leur permettre de fabriquer les meilleurs ouvrages avec du bois noble au lieu d'importer, par exemple, des produits avec les produits que nous savons. Mais ça, il n'y a personne qui nous empêche de faire. Il n'y a personne. Que dites-vous justement du pouvoir d'achat qui s'affaiblit au moment où il y a une émergence donc, du secteur informel? Est-ce que ce n'est pas antinomique qu'il y ait capacité organisationnelle donc, du secteur informel à mieux résister face à la crise, mais qu'en retour, il y ait moins de production, il y ait moins d'activité, donc moins de revenus pour ceux-là qui pourraient être sans doute la force clientèle donc, de ce secteur informel-là? Non, vous savez, M. Ndiaye, il ne faut pas faire que le meilleur soit l'ennemi du bien. Prenons d'abord ce qui est bien, oui, et cherchons ce qui est meilleur. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les gens là travaillent? C'est parce qu'il y a des clients qui travaillent. Il y a des clients. Qu'est-ce qui est arrêté aujourd'hui? C'est les importations de portes, de matériel sanitaire d'Italie, de Chine et tout ça. Mais à la limite, c'est une chance extraordinaire que nous avons. De pouvoir donner un appui, de perfuser le secteur informel des fonctions essentielles dont les entreprises ont besoin, mais que le secteur informel ne peut pas acquérir du dedans. Je vous donne ma parole qu'en 3 mois, c'est fait. Des protocoles sont là, des mesures pilotes. Parce que le problème du pouvoir d'achat ne se pose pas parce que les chantiers continuent. D'accord. Si ces gens-là travaillent, c'est parce qu'ils ont des clients. Oui, parce qu'effectivement, ils écoulent leur production. Là où ils ont des problèmes, c'est que le gars qui va aller dire, je vais construire par exemple des immeubles de bureaux, je vais construire des immeubles d'habitation, et qu'il y a du retard sur le travail parce que les conteneurs qu'il doit prendre de Chine et tout n'arrivent pas, ce gars, il a un problème. Parce que même au niveau de sa banque, son circuit, son business model ne tourne pas. Oui. Et quand le business model ne tourne pas, il n'est pas rentable. Et quand il n'est pas rentable, alors qu'il est endetté, il a des perspectives de banqueroute. Clairement. Donc le problème que vous essayez d'éviter au niveau du pouvoir d'achat, vous le chassez par la fenêtre, par la porte, il revient par la fenêtre. Par la fenêtre, oui. Donc, la question finalement, c'est une question de veille stratégique. C'est de comprendre où sont les forces de notre économie, quelles sont les faiblesses qui peuvent les affecter et regarder quel type de mesures palliatives on devrait faire. Je vous ai parlé aujourd'hui du secteur informel, mais je peux vous parler d'autres secteurs. Bien entendu. On a aujourd'hui, par exemple, dans chaque endroit de notre pays, nous avons des réservoirs de sources de croissance. Ces sources de croissance ne sont pas suffisamment exploitées parce que nous n'y avons pas des structures, des plateformes de compétitivité qui permettent aux gens non seulement de produire de manière qualitative et compétitive, mais aussi de déplacer leur production. C'est la raison pour laquelle j'avais conçu la notion de marché international dont Forbes n'avait pas pu parler il y a 7 ans, comme étant des plateformes de marché qui permettent de syndiquer la conformité et la normalisation des produits de telle manière à ce que quelqu'un qui produit, selon ces normes, n'ait aucun problème de marché parce qu'il vient déposer son produit au marché comme vous déposez votre argent dans une banque pour rendre son produit fongible et il ne sait même pas qui va l'acheter. Si vous avez des plateformes de marché, des plateformes d'intégration de marché, un peu partout comme ça dans le territoire, pas décider de le mettre n'importe où parce qu'il faut respecter les constantes de localisation. Disons, dans votre dernière réponse, je sens que vous avez identifié des forces de progrès, vous avez identifié des forces vectorielles, mais pouvez-vous insister encore davantage justement sur les impératifs d'organisation qui sont utiles même, voire nécessaires pour atténuer un peu la crise, mais en même temps aussi ouvrir des perspectives qui permettent sans doute la relance économique? Oui, ce que moi je crois, c'est que quand vous avez des vulnérabilités qui sont connues, vous faites en sorte de les couper, de vous couper de ces vulnérabilités. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons un énorme problème au niveau de la raréfaction des ressources halieutiques, par exemple. Oui. La plupart des pêcheurs
qui savent naviguer préfèrent prendre l'opportunité de vendre leurs services de navigation à des immigrés clandestins. Mais ces pêcheurs-là ont eu des années fastes dans la mesure où ils pêchaient des produits que nous connaissons, dont nous connaissons la valeur et que nous pouvons exporter. Mais qu'est-ce qui nous empêche, par exemple, aujourd'hui, de faire un grand programme national d'aquaculture pour élever les espèces qui ont fait notre renommée et notre fortune, que nos usines ont l'habitude de travailler, et de faire en sorte de faire de la rétention de savoir-faire et de capacité dans ce secteur. Alors vous me direz, nous avons une agence nationale pour l'aquaculture, je veux bien, mais moi j'ai été bureaucrate pour comprendre comment on pouvait rentrer dans une bureaucratie, faire sauter les murs et y réaliser des programmes d'industrialisation. Alors je dis, mais ça pour moi c'est pas un problème. Nous pourrions par exemple, dans le cadre d'un grand programme d'aquaculture, rapidement identifier par une simple cartographie les endroits propices à l'aquaculture avec les espèces qui peuvent se soumettre à cette pratique. Déterminer quel est le type d'environnement en matière d'infrastructure, en matière de services vétérinaires, en matière de tout ce que vous voulez pour soutenir la production, et concevoir la manière dont l'État pourrait faire de ça des biens publics nationaux, pour permettre de créer des opportunités pour toute personne qui veut rentrer dans l'aquaculture. Vous me direz, comment l'État pourrait financer ça? Je vous dirais, c'est très simple. Au lieu que l'État demande, par exemple, à des bailleurs ou à des investisseurs de rentrer dans des secteurs où il ne peut pas tracer le rapport que ces investissements peuvent donner, l'État peut dire, tiens, moi je veux $1 milliard pour mon programme d'aquaculture. Ce que je veux, c'est de créer des infrastructures collectives qui peuvent être utilisées, c'est-à-dire louées par les gens qui les utilisent. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez des machines qui vont venir faire des bassins d'aquaculture, vous pouvez avoir des services communs en matière d'infrastructure, et celui qui veut qu'on lui fasse son bassin, il paye le service. C'est ça. Idem pour toutes les questions qui sont ce que j'appelle les services d'appui direct aux entreprises. L'État devient alors... Mais à ce moment-là, si l'État emprunte $1 milliard pour ça, la fiscalité va être une affaire simplement de fiscalité retard. On investit là-dedans. On se dit que ça va rapporter d'ici 2-3 ans. D'ici 2-3 ans, tous les bénéficiaires qui sont appuyés aussi en aval et en amont sont dans une chaîne de valeur ajoutée où tout le monde gagne de l'argent et ces gens-là vont rembourser leur crédit. Et l'État récupère par là sa capacité d'honorer ses créances. Oui, tout à fait pertinent. Si l'État ne peut pas le faire, oui, tout à fait pertinent. L'État peut faire des contrats plans avec des investisseurs qui sont capables de le faire. C'est ça. Alors, M. Thiam, c'est pertinent justement cette idée, mais que peut-on attendre justement de la diaspora? C'est quand même une force d'impulsion aussi, avec peut-être son poids financier, mais également son poids d'expérience et son capital de perception justement des questions de développement. Avez-vous le sentiment que les États n'utilisent pas suffisamment la force que représente la diaspora? Je parle à l'échelle du continent. Et on termine par là. Vous savez, moi je n'aime pas donner les bons et les mauvais points. Mais vous parlez de diaspora. Mais moi je suis de la diaspora. Bien entendu, c'est pour cette raison justement aujourd'hui, ce qui me peine le plus, c'est que les gens qui travaillent avec moi et à qui on va demander de l'aide sont prêts à me payer une fortune pour que je leur donne mes idées, que je participe au montage de ces projets. C'est ça. Donc, mon meilleur souhait aurait été aujourd'hui de dire que des gens comme moi, comme d'autres personnes qui sont beaucoup plus talentueux que moi, puissent compter pour concourir au développement de leur peuple. Dites-moi seulement. Je devrais vous montrer depuis où je suis là. J'ai les Alpes, j'ai le lac, mais c'est tout couvert de neige. Oui. Vous voyez vraiment quelqu'un qui a envie de tourner le dos à son pays pour venir vivre dans le froid? Non. Quelqu'un qui a accumulé la connaissance, l'expertise et qui meurt d'envie de pouvoir l'apporter à son pays? C'est ça. Je peux vous dire le gros problème que nous avons dans nos pays,
c'est que nous n'avons pas encore compris que la ressource humaine est la ressource fondamentale, qu'on n'a pas encore compris que si des fusées sont partis sur la Lune, c'est un cerveau humain qui a eu la même éducation que nos enfants. C'est un cerveau humain qui a fait partir cette fusée. Donc, pour moi, ce que les États africains devraient faire, c'est au lieu de prendre des personnalités connues qu'on appelle des vedettes à gauche, à droite, et faire le buzz médiatique en faisant des photos avec des réceptions, poser des problèmes en disant qui de la diaspora est capable de nous amener les solutions. Et quand je parle de solutions intégrées. Parfait. Voilà. Mon père me disait, moi, j'ai 15 enfants de la même mère. Tu t'imagines les problèmes que moi je peux avoir tous les jours à gérer ces enfants. Oui. Alors ne viens jamais à moi en me posant un problème, mais viens en me disant, papa, j'ai une solution à un problème. Alors que les chefs d'État se comportent comme mon papa qui me disait, venez quand vous avez des solutions à des problèmes et on va discuter. Mais bel exemple de solidarité, bel exemple aussi sans doute d'harmonisation des initiatives pour que les initiatives partent de la base. Monsieur Thiam, je vous remercie et merci beaucoup pour votre disponibilité. Nous vous attendons à Dakar prochainement, peut-être pour mieux approfondir certaines questions délicates, mais tout aussi problématiques, qui permettaient à la fois à l'Afrique de bénéficier justement de vos vues et de vos pertinentes analyses sur le plan mondial. Amis téléspectateurs de Décortica Eco, nous sommes au terme de cette émission qui avait pour invité donc Pape Demba Thiam, un financier de haut vol, un observateur qui est basé à Genève et qui réfléchit sur les questions du monde, mais cette fois-ci il réfléchit justement sur l'Afrique face à son destin dans cette guerre des puissances internationales pour l'acquisition du vaccin contre la pandémie du coronavirus. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro de Décortica Eco.